On va pouvoir commencer. Un cher confrère, chers consoeurs et amis, d'abord je suis très nombreux ce soir. La salle est pleine. Donc je suis heureux d'accueillir et de vous présenter notre conférencière, Madame Sylvette de Chandon, qui va nous proposer une conférence sur le thème « Les Morans et les Perraches ». Alors, Madame de Chandon est docteur ès-lettres. Elle est responsable d'un atelier de chercheurs en généalogie et histoire locale, agrégée à la Société de généalogie de Lyon et du Beaujolais, dont elle est membre. Elle a eu l'occasion de publier des ouvrages sur les corporations des métiers lyonnais du XVIIe et XVIIIe siècle, ainsi que des biographies lyonnaises, comme celle de Jean-François Terme, maire de Lyon au XIXe. Elle travaille actuellement sur un missionnaire lyonnais qui devint évêque aux USA. Je vous propose donc de l'écouter nous parler de ces personnalités dont les noms sont bien connus des Lyonnais, mais qui ne savent peut-être pas qui se cache derrière ces noms. Voilà, je vous laisse la parole. Eh bien, écoutez, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parce que je n'ai pas beaucoup de voix. C'est bon? Bon, je dois dire que... Bonjour à tous d'abord, merci d'être là. Je dois dire que je vais avoir quelques petites difficultés. Je vous demande d'être un petit peu... Mais m'en excuser par avance, parce que d'habitude, je parle sur les grandes diapos. Et là, je vais parler sur les petites diapos de l'ordinateur. Donc, ce n'est pas très pratique pour moi, hein, je dois le dire. Donc, je me retournerai souvent pour regarder les grandes diapos. C'est une habitude que j'ai. Alors, disons tout de suite que je parlerai surtout de Perrache, très peu de Morans, pour la bonne raison qu'il y a aux archives municipales un document, un ouvrage qui est pratiquement exhaustif, qui a été fait sur Morand et la famille de Morand et tous les travaux de Morand. Donc, je pense que si vous voulez vraiment avoir des compléments d'informations, ou en tout cas des informations intéressantes sur Morand, je crois que le mieux, ce serait de compulser ce petit ouvrage qui est en présentation à l'entrée des archives. Par contre, c'est vrai que sur Perrache, on a beaucoup moins de choses qui ont été faites. En tout cas, on trouve beaucoup de plans, les plans de Perrache qui sont aux archives municipales de Lyon. Donc, c'est là-dessus surtout que nous allons... je vais vous faire des commentaires. Mais, comment dirais-je, le caractère de Perrache, d'Antoine Perrache, est déjà moins connu, plus difficile. Et je dois dire, en préambule, que j'ai eu beaucoup de difficultés à le cerner. Pourquoi? Parce que tout compte fait, nous avons très peu de documents qui concernent Antoine Perrache en tant que sculpteur et créateur de ce projet de l'île Perrache. Alors vous allez me dire pourquoi? Écoutez, c'est très simple. Il est célibataire, donc il n'y a pas de mariage. Donc déjà... N'ayant pas de contrat de mariage, je n'ai pas d'estimation de fortune. Nous n'avons pas. Il n'a pas d'enfant. Illégitime même pas. Donc, oui, ça pourrait. Donc, là aussi, pas de localisation d'où il habitait à telle époque. Donc, vous voyez, tout est flou. Il va vivre... pratiquement les 3/4 de sa vie avec sa sœur qui est également célibataire, pas de chance. Et les autres de la fratrie, tenez-vous bien, ce sont tous des religieux. Pas de chance. Donc, pour ceux qui ont fait des biographies, et ils le savent, le contexte familial, le contexte environnemental devient difficile dans la mesure où on n'a pas de documents personnels. Alors évidemment, des documents sur le projet, ça, on va en trouver. Mais des documents qui concernent Perrache lui-même, ça va être très difficile.
Alors j'ai utilisé un petit peu tout ce que j'ai pu trouver en graphologie, par exemple, en morphologie, quelques petites alinéas à droite et à gauche qui m'ont permis de cerner un peu le personnage, de voir un peu le type d'homme que c'était et surtout pourquoi il s'était lancé dans un tel projet qui va le conduire, on le sait, à la faillite et qui va le conduire à la mort parce qu'il va mourir épuisé de ce projet. Donc voilà, je vous ai fait les grandes lignes, on va voir ça tout en détail et au fur et à mesure, je vous montrerai comment j'ai pu arriver à cerner le personnage. Donc ici, vous voyez, la première diapo donc, est un confluent tel qu'il est à l'heure actuelle, avec ce promontoire que Morand appelait le gigot de Lyon. Bon. Ouais. Bon, il y a une rivalité, n'est-ce pas, puisqu'à la même époque, Perrache et Morand ont conçu l'un le projet des Brotteaux, l'autre le projet de Perrache. Donc il y avait une rivalité, bon, pas très agréable. Mais moi, dans les documents, je n'ai trouvé, dans le document Perrache surtout, je n'ai trouvé aucune mention de Morand. Donc on voit que cette rivalité, elle était vraiment à un niveau, comment dirais-je, des projets, mais pas à un niveau vraiment d'homme en tant que tel. Alors, si je ne me trompe pas, il faut que je passe la slide suivante. Ça doit être celle-ci. Alors, c'est pas ça, c'est ça. Là, voilà. Alors, là, nous avons... il va falloir que je vois ça correctement. Nous avons une diapositive représentant un plan de Lyon. Le plan Sérocourt de 1740. En général, en bibliographie, j'essaye de mettre les références. C'est un plan qui est intéressant parce qu'il nous montre la surface de Lyon. Et on va voir que c'est justement à cause de cette surface restreinte. Ah, pardon, excusez-moi, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà, ça sera plus facile. C'est à cause de cette surface... est-ce que ça va ? À cause de cette surface restreinte dans la presqu'île industrieuse que le consulat de Lyon, vers 1750-1760, va commencer à se préoccuper d'agrandir Lyon. On ne peut plus continuer. La presqu'île étouffe. Alors, je vous ai mis une idée des surfaces. La surface habitable est de 2800 bicherets dont il faut enlever le tiers pour les rues et les places, normal. Il restera 1867 bicherets, à l'époque on compte en bicherets, dont 1458 occupés par tous les religieux. Vous savez, le nombre des couvents, le nombre des... etc., le nombre des églises. Donc, qu'est-ce qui reste ? 409 bicherets pour les 110 millionnés à cette époque. Est-ce que vous vous rendez compte ? Donc, tout le monde s'entasse aux alentours des paroisses de Saint-Nizier, de la Platière, des Terreaux, donc ce n'est pas une paroisse, mais Saint-Pierre-Saint-Saturnin, et puis du côté de Saint-Paul et Saint-Georges. Alors vous allez me dire, Aîné, eh bien, la place Bellecour et Aîné, c'est réservé un peu aux nobles, aux aristocrates. On y voit très peu d'industrie. Il a bien fallu qu'ils s'installent quelque part, loin de Lyon industrieux. Donc, effectivement, on y étouffe. Alors, on y étouffe pour de multiples raisons. Alors, je vais passer là. Alors, c'est l'autre. Il faut que je prenne l'habitude de ça. Alors, les problèmes de Lyon. Vous les voyez évoqués. Multiples inondations chaque année, tant du Rhône que de la Saône. Ça, c'est... bon, les Lyonnais en ont l'habitude. Mais l'air insalubre. Alors, à quoi est dû cet air insalubre ? Eh bien, au miasme, en particulier des Brotteaux. Vous savez que de l'autre côté du Rhône, il y a des terres incultes, plus ou moins marécageuses, qu'on appelle les Brotteaux. Brottiaux, qui veut dire broussailles, incultes, terres pas cultivables. Bon, on y fait paître quelques bestiaux, hein, des vaches, des taureaux... et donc des terrains cultes et qui ramènent ce qu'on appelle des miasmes. Il faut attendre
le Mistral, enfin le vent du Nord, pour avoir un petit peu pour pouvoir respirer dans la presqu'île. Ce qui est d'ailleurs pas tellement agréable non plus, parce qu'il faut se dire que la presqu'île est envahie d'enseignes en fer, ça ballotte de tous les côtés et ça fait un boucan du diable. Donc, vous savez, bon, voilà, essayez de vous représenter un petit peu Lyon à l'époque et la vie dans la presqu'île. Concentration de population. Pourquoi ? Parce que tout le monde est venu se concentrer dans ce bout de terrain, cette presqu'île. Parce que, alors vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, parce que d'un côté, de l'autre côté de la Saône, il y a toutes les montagnes, les collines du moins de Fourvière, de Saint-Irénée, etc., qui sont occupées par des religieux. Ah, ben oui. Et vous avez les remparts. Après, là, on se trouve hors de Lyon. De l'autre côté, on a la Croix-Rousse. Eh ben oui, mais la Croix-Rousse, elle est occupée aussi par quantité de religieux. Puis elle est rempart. Bon, qu'est-ce qui reste de l'autre côté du Rhône ? Ah oui, mais de l'autre côté du Rhône, c'est terre d'empire. Enfin, anciennement terre d'empire. On n'aime pas bien ça. Nous, la terre d'empire, les Lyonnais ont toujours fait la fine bouche. Et d'ailleurs, on disait aux enfants quand ils étaient pas sages, si tu continues, je t'envoie dormir en terre d'empire. Bon, c'est vous dire. C'est des fantasmes, des choses qui traînent dans l'esprit des Lyonnais. Il faut bien se mettre dans la tête comment ils vivaient, quelles étaient leurs coutumes, leur mode de vie, leur mode de pensée. Donc la terre d'empire, ce n'était pas quelque chose qu'on aimait. Et donc, voilà. Alors, on s'entasse dans cette presqu'île. À ce moment-là, en 1760, le consulat se dit ça ne peut pas continuer. Il faut agrandir Lyon. Et 2 projets vont arriver sur les tables du consulat. Le projet de Morand, donc le voilà. Est-ce que c'est bien lisible? Ça va? Bon. Alors, il est présenté en 1766 et il faut bien se dire que Jean-Antoine Morand, alors on l'appelle Antoine Morand, et Perrache s'appelle aussi Antoine. Antoine Michel, mais on dit Antoine aussi. Donc, c'est les 2 Antoine. Antoine Morand présente son projet. Disons que lui, c'est un architecte. Il a fait des études d'architecte, donc son projet est parfaitement bien ciblé et construit. Qu'est-ce qu'il propose, lui ? Lui, il propose d'aller en terre d'empire. Donc, il propose de construire un pont qui partira des Brotteaux. Est-ce que vous voyez le pont ? Ici, voilà. Qui partira des Brotteaux et qui ira de l'autre côté du Rhône, c'est-à-dire sur les terres des Brotteaux et de la Pardieu. À Pardieu, il va falloir s'entendre avec les Hospices, l'Hôtel-Dieu, parce que toute la Pardieu a été donnée en legs par Catherine de Masneau, aux Hospices. Donc, il va falloir s'entendre avec eux. Bon, il y arrivera. Comment est ce plan ? C'est un plan qui est quand même innovateur. C'est ce qu'on appelle un plan hippodamien. Alors, on va le voir un petit peu en détail. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut construire un quartier neuf. D'abord, assainir. Ça va être intéressant, parce que si on assainit les miasmes des Brotteaux, c'est d'autant moins qui iront sur la presqu'île. Donc, ça intéresse. Deuxièmement, on fait un pont de bois. À l'époque, c'était le pont de bois. Quand Perrache fera son pont sur la Mulatière, ça sera aussi un pont de bois. Et puis alors, on va construire de l'autre côté un quartier, une sorte de petite ville, qui sera relié directement au terreau. Et comme dit Morand, on met la Saône et le Rhône au centre de Lyon. Donc c'est un avantage et le consulat donne son accord en 1767. Vous savez qu'à Lyon, on n'a pas de parlement. Donc dès qu'il faut faire quelque chose d'important, il faut aller demander l'accord du roi, ce qu'on appelle des lettres patentes. Donc en 1771, Morand se rend
à Paris, apporte ses plans et demande des lettres patentes du roi qui lui sont accordées. Et donc, il va commencer à construire le pont d'abord et ensuite, sur les terrains qu'il aura assainis, il va commencer les constructions. Arrivera la Révolution 1789 et il sera guillotiné parce qu'il aura voulu défendre son pont. Enfin voilà, c'est l'histoire de Morand. Alors, voyons un petit peu quand même son plan, parce qu'il est intéressant par rapport à ce qui existe dans la presqu'île. Alors, je vous ai mis 2 plans différents. Un en haut, qu'on voit, qui est le plan qu'on appelle radio-concentrique, et qui est un plan, si vous voulez, où on tourne en rond, ou bien, en tout cas, on installe des rues et des ruelles tout autour d'un monument, que ce monument soit religieux ou que ce soit une seigneurie. Par exemple, si vous avez remarqué dans les villages qui ont gardé leur structure, eh bien, vous avez toujours l'église, et tout autour de l'église, vous avez une série de ruelles qui sont concentriques autour de l'église. Par contre, les plans, ce qu'on appelle le plan hippodamien et qui est un plan romain, si vous remarquez, toutes les villes romaines sont construites de cette façon, vous avez un quadrillage, vous voyez, complètement différent, qui s'organise autour de ce qu'on pourrait appeler une croix, c'est-à-dire le cardo maximus vertical qu'on voit du nord au sud et le decumanus que l'on voit qui va d'est en ouest. Est-ce que vous les voyez? Ils sont en pointillés. Voilà. Et tout autour de ce cardo maximus et decumanus, eh bien, on va construire des séries d'îlots sur un plan rectangulaire, avec forcément des grandes avenues, des rues larges où l'on va pouvoir enfin se croiser, des immeubles qui vont respirer. Donc, on va échapper au plan que l'on voit en bas, vous voyez, en haut, vous voyez, qui se situe autour d'un monument religieux avec des rues tortueuses qui vont un peu dans tous les sens. Voilà, voilà pour Morand. Donc, on voit bien la différence. Alors, on va voir ce que Perrache, lui, propose à la même époque. Alors, le projet de Perrache, vous voyez que c'est à peu près la même époque, 1769-1780, quand Morand a proposé la même chose. Donc, on voit que 2 projets similaires arrivent sur la table du consulat. Alors, moi, je me suis quand même posé cette question. Comment se fait-il qu'à la même époque, des projets pareils arrivent et 2 personnages comme ça, Perrache, Morand architecte, d'accord, Perrache, simple sculpteur, dessinateur. Et puis, vous en avez un autre, à Lyon, qui va lui aussi proposer un projet complètement dément, mais qui va être réalisé, et qui est le projet d'un simple maître horloger, qui s'appelle François Zacharie, horloger à Saint-Nizier. Donc, vous voyez, pas une grosse famille, pas riche, les Perrache ne sont pas riches non plus, et qui va proposer, tenez-vous bien, le canal de Givors, et qu'il va réaliser en partie. Et ce canal, eh bien, c'est relier la Loire qui est à Saint-Étienne jusqu'à Givors pour éviter tout le charroi qui va de Saint-Étienne à Lyon et qui transporte et le fer et le foin et le charbon et qui fait un désencombrement pas possible. Et lui, il se dit, mais après tout, pourquoi ne pas construire un canal qui permettra de désencombrer les accès? Et c'est ce qu'il va faire. Et donc, on se retrouve à la même époque. Il commence lui aussi en 1755-1760. Lui aussi obtient les lettres patentes du roi. Et à la même époque, on se retrouve avec 3 projets qui sont quand même des projets extraordinaires pour l'époque. Donc, il y a peut-être un vent à Lyon de projets exceptionnels, avec peut-être aussi des gens qui sont un peu exceptionnels. Alors, notre Perrache. Notre Perrache prépare donc son projet. On le voit à gauche. Vous avez une peinture qui représente, c'est le seul portrait qu'on a de Perrache,
qui a été fait par sa sœur, Marianne, qui est beaucoup plus peintre et qui fait aussi beaucoup de sculptures, mais qui fait beaucoup de peinture. J'aurai l'occasion de vous dire pourquoi je dis qu'elle fait beaucoup de peinture. Et là, elle a peint son frère. Alors, si on regarde la morphologie de Perrache, qu'est-ce qu'on constate? Il a une morphologie un peu féminine. Il n'a rien de viril pour l'époque. Vous voyez, même pour notre époque. Vous voyez, il paraît avoir quelque chose d'assez féminin. Ensuite, sa position. Cette position de se tenir la main sur la joue n'est pas très virile non plus pour un portrait. Il est attablé à sa table de dessin, il a le rouleau de sa feuille de dessin devant et il a un compas. Bon, c'est une position de portrait, bien évidemment. Mais enfin, c'est quand même pas une position très glorieuse, je dirais, ou glorifiante, vous voyez. À l'arrière-plan, vous voyez un petit buste. Est-ce que vous le voyez, le petit buste à droite à l'arrière-plan? Il paraîtrait que ce serait le buste de Marianne. C'est bien possible. La sœur de Perrache, Marianne Perrache. Ils vont vivre ensemble. Voilà, alors vivre ensemble, je ne fais pas de commentaires. Elle a 15 ans de moins que lui, il a été son parrain et elle va participer à tous ses travaux, à toutes ses réunions, à toutes les réceptions. J'aurai l'occasion d'en reparler. Maintenant, pour le reste, on va mettre le chapeau dessus. Oui, c'est tout ce que je sais. Alors, le projet de Perrache n'est pas un projet qui sort de son chapeau comme ça. Hein. On ne crée rien, on crée toujours à partir de quelque chose. Et lui, son projet de l'île de Perrache, est lié à un projet qu'avait soumis Guillaume Delorme. Guillaume Delorme était le grand voyer du consulat, qui en 1738 avait présenté lui-même un projet qui était une ébauche de projet de relier l'île Monia à la presqu'île de façon à agrandir la presqu'île. Donc vous voyez que Perrache ne part pas de rien. En plus, Delorme est un architecte, c'est un voyer, donc il a déjà conçu un peu le projet de façon rationnelle. Le projet ne sera pas accepté par le consulat parce qu'il est trop coûteux. Donc, exit. Revenons sur notre Perrache. Voyons ce qu'il en est. Alors, je vais vous sortir quelques plans des archives municipales. Il y en a pas mal d'ailleurs, hein, puisque nous n'avons pas grand-chose d'autre pour vous montrer ce que c'est que ce projet. Donc, on voit bien là où j'ai mis une flèche rouge. Vous voyez à gauche l'île Monia. L'île Monia a été achetée à un notable de Lyon qui s'appelle Moignan, hein, tout simplement, qui était propriétaire de cette île, sur laquelle d'ailleurs il faisait paître des bestiaux, et il avait quelques fermages. Elle est achetée par le consulat, je crois en 1735, quelque chose comme ça. Donc le consulat est propriétaire des terres. Ça, c'est important. Et vous voyez, vers la flèche rouge, est-ce que vous voyez Aîné et les remparts d'Aîné? C'est pour ça que je regrette de ne pas avoir le truc. Là, vous le voyez, les remparts d'Aîné? Voilà. Alors, important, les remparts d'Aîné, parce qu'ils vont servir, on va les démolir, ils vont servir à remblayer. Il faut bien trouver de quoi remblayer le cours du Rhône qu'on va dévier. Alors, là où est la flèche rouge, vous voyez le Rhône qui rejoint la Saône, donc c'est cet endroit que l'on va combler. C'est quand même pas rien. Surtout pour l'époque. On n'a quand même pas les outils qu'on a à l'heure actuelle. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, alors c'est ce qu'on va faire. Alors voilà un peu plus grand. Regardez à gauche l'île Monia, elle est en blanc. Vous la voyez? Vous voyez le Rhône qui sort et qui va faire le confluent là-bas. Vous voyez? Et on voit bien là les remparts d'Aîné. Est-ce que vous voyez les remparts d'Aîné? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est combler ce bras du Rhône et aménager l'île Monia. Est-ce que vous voyez Aîné? Vous reconnaissez votre lion?
Bon, ça va? C'est bon? Allez, on va passer. En voilà encore un, mais des plans, on en a. Alors, celui-ci est intéressant. Il est inversé. Faites attention, vous avez Énée à gauche. Hein, vous voyez les Brotteaux. Vous voyez l'île Monia. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez des launes de gravier. Vous voyez? Alors, moi, j'ai travaillé un petit peu avec Paul Brula pour cet exposé, cette conférence. Et à un moment donné, il m'avait dit, mais dis donc, comment ils ont fait pour combler le bras du Rhône? Il faut bien des pierres, des graviers. Eh bien, les voilà. Voilà. Toutes ces launes ont servi à combler le bras du Rhône. On est même allé jusque chercher des graviers au pied de la Quarantaine. Vous savez où est la Quarantaine à l'heure actuelle, hein, au pied de Choulan. À tel point même que le consulat a fait stopper les travaux en disant « mais attention, la colline va s'écrouler ». Donc, ah oui, mais il a fallu qu'il stoppe de toute urgence. Hein. Là, j'ai trouvé, c'était dans les délibérations que j'ai trouvé ça, qui demandait à Perrache de stopper les remblais qu'il prenait au pied de la Quarantaine pour menace d'écroulement de la colline. Voilà, bon. Voilà, alors on va utiliser même les graviers de l'île Monia et finalement, ils vont combler ce bras du Rhône. Alors, on continue encore. Voilà deux plans qui peuvent être intéressants. Le premier qui rappelle un peu celui du haut qu'on a déjà vu, donc le projet du rattachement de l'île Monia. Et puis alors en bas, voilà ce qu'il a l'intention de faire. Voilà le projet tel qu'il le soumet au consulat et qu'il l'a soumis au Conseil du roi pour obtenir ses lettres patentes. Alors qu'est-ce qu'on remarque? C'est dans le carré rouge. Hein. À droite, vous aurez les parcelles. Les parcelles, ce sont les terrains qui vont être soumis à la construction, vont être vendus pour la construction. Ensuite, vous avez, je vais me déplacer, vous voyez mieux, ici, là, vous avez ce qu'on va appeler la gare d'eau, c'est-à-dire un bassin. Il va faire construire un bassin. Pourquoi ce bassin? Regardez, vous avez la Saône ici, vous avez l'entrée de l'eau de la Saône qui vient ici, qui va venir alimenter le bassin. Le bassin parce que vous avez sur la Saône, quand ici, au pied, sur les bords de la Saône, notamment à Énée et puis tout le long de la Saône ici, vous avez des ports qui sont encombrés de bateaux, de déchargement et de chargement. Il faut vous dire que la Saône, à cette époque-là, c'est l'autoroute des marchandises. Tout arrive pour la Saône, tout se débarque, tout est débarqué dans les ports. Il y a une trentaine de ports hein, quand même, hein. C'est énorme. Et les ports sont encombrés, à la fois les quais, mais également les bateaux. Parce qu'un bateau, s'il décharge, il ne repart pas tout de suite. Il attend son chargement ou carrément il est mis en attente pendant des fois une dizaine de jours, en attente d'avoir un autre chargement. Donc, il encombre, vous voyez. Et Perrache se dit, eh bien, dans ce cas-là, si je crée une gare d'eau, ce qu'on appellerait à notre époque contemporaine une marina, je permettrai aux bateaux de venir s'attacher ici en attendant de repartir, faire des chargements ou carrément de repartir. Donc, c'était bien pensé. Autre chose encore, il va créer ici un canal. Donc, il va arriver ici et là, vous voyez, alimenté toujours par la Saône, un canal qu'on appelle le canal des moulins. Alors, pourquoi les moulins? Eh bien, parce que vous aviez des moulins qui dérivaient sur la Saône, alors des moulins à blé, des moulins à grains, hein, qui dérivent sur la Saône parce qu'ils ne sont pas toujours bien amarrés. Et puis, deuxièmement, dès que la Saône commence à devenir un petit peu tumultueuse, un petit peu quand il y a des crues, ben les moulins divaguent et ça crée des accidents.
Donc, il dit au consulat, le plan, c'est bien pensé en soi, il dit, ben voilà, les moulins rentreront là, viendront s'installer ici, donc ils auront l'eau pour faire tourner leur roue à aube, et les moulins seront mis à l'abri, et en plus, on les aura plus sur la Saône. C'est pas mal, c'est très bien pensé. Et on gardera, par contre, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des moulins, on gardera les moulins de Vèze. Eux, ils sont à l'abri, ils sont de l'autre côté, on n'en parle pas. Mais tous les moulins qui sont à partir de la presqu'île d'Énée, ceux-là seront mis à l'abri dans ce chenal, qu'on appelle le canal des moulins. Et puis il dit, voilà, là on a les constructions, et là il va faire remblayer une énorme, ce qu'il appelle la chaussée Perrache. Une chaussée Perrache, c'est une immense promenade, large, une belle avenue si vous voulez, plantée de tilleuls, superbe. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il dit pour faire plaisir aux Lyonnais. Les Lyonnais étouffent dans la presqu'île, ils vont respirer. Ils vont venir se promener le dimanche sur cette chaussée, la campagne à la ville. Voilà, c'est son idée, et c'est pas une mauvaise idée. Et puis, n'oublions pas, dans la lignée de la chaussée, le pont ce qu'il va appeler le pont de la Mulatière, qui est un pont qui est intéressant pour le consulat, parce qu'il ouvre la route vers Oulin. Donc, là aussi, désengorgement à la fois on va retrouver un endroit salubre, on va désengorger Lyon et on va créer des quantités de maisons qu'on espère ici que vont acheter les commerçants. Et donc, Perrache espère ici créer un nouveau pôle industriel. Et puis ici, il compte installer des chantiers. Alors, au départ, effectivement, on va installer ici les cabanes de chantier, parce que tout ça va demander des centaines d'ouvriers, vous vous en doutez. Alors, vous allez me dire d'où ils viennent, ces ouvriers. Les 3/4 de l'extérieur de Lyon, c'est-à-dire tous les paysans qui sont, disons, comment on appelle ça? Vous savez, ils travaillent que 6 mois. Voilà. Voilà. Bon, donc ils vont venir, ça leur fait de l'argent, ça va les intéresser. Et puis alors tous ceux qui sont, tous les manœuvres, tous les petits ouvriers qui sont au chômage technique pour une raison ou pour une autre et qui vont venir travailler et remblayer. Donc on va avoir des manœuvres et on aura aussi des chefs de chantier et un architecte. On verra ça un petit peu plus loin. Donc j'ai pas mal pensé, vous voyez. Le projet, on comprend que le projet séduit le consulat. Alors, voilà l'analyse du projet et je vous ai mis en photo les moulins. Attention, regardez, ce sont des véritables maisons. C'est énorme les moulins, il ne faut pas voir ça comme des petits moulins avant, hein. C'est des gros moulins. Regardez les aubes qui tournent, c'est des très gros moulins. Et quand ça divague, inutile de vous dire que ça vous renverse un bateau chargé, ça, hein. Pas de problème, hein. Donc, vous voyez, regardez. Et ils sont là, ils sont stationnés à Énée. Vous voyez les amarrages. Et vous vous dites qu'en cas de crue ou d'une rivière qui d'un seul coup devient un petit peu plus torrentueuse, eh bien, inutile de vous dire que les amarres, elles ont vite fait de lâcher. Donc, on comprend l'intérêt du projet de Perrache de mettre à l'abri ces moulins. Et en plus, eh bien, on pourra créer à côté des moulins des hangars à blé qui permettront d'approvisionner Lyon. Donc, c'est bien pensé. Alors, l'analyse du projet proprement dite, vous le lisez, hein, la navigation non entravée par la divagation des moulins, moins d'inondations, parce qu'on va surélever évidemment tout cela. On va faire des remblais importants de berges. Construction de la route du Languedoc par Oulin, c'est-à-dire qu'on va passer à Oulin cette fois-ci, donc ça va permettre un deuxième accès directement au sud.
Les quais de la Saône moins encombrés, comme je vous le disais. Un cours planté d'arbres. Alors, j'ai su après que c'était des tilleuls. Ça fait toujours plaisir. Il formera une promenade publique et les nouveaux logements pour les ouvriers, l'installation des manufactures. Tout ça, c'est bien vu, c'est bien pensé, mais voilà, c'est du papier. Ce sont des plans. C'est le mémoire. Alors, le mémoire, il fait 20 pages. On l'a, le mémoire, hein, il est dans les archives des archives municipales. Et tout ça, c'est du papier. La réalité, c'est autre chose. Parce que Perrache, ce n'est pas un chef de chantier, ce n'est pas un architecte. Hein. Alors là, ça va être une autre affaire. Alors, encore un plan, un petit peu plus... Voilà. Alors là, on voit mieux la chaussée de Perrache, vous voyez, qui va du quai de la Charité à la Mulatière. Cette chaussée sera surélevée pour éviter les inondations du Rhône, évidemment, et on va utiliser pour cela une partie des remparts, hein, des pierres des remparts, puisqu'on démolit les remparts. Ça fait des quantités de pierres qui permettront à la fois de combler le bras du Rhône et d'étayer la chaussée. Voilà, le fameux bassin pour faciliter la circulation des bateaux, les amarrés, les maisons d'ouvriers, des moulins sur le canal, la construction du pont de la Mulatière, qui est un pont de bois, avec les premières piles de pierre. Mais après, c'est un pont de bois. Ce qui fait que ce pont de bois, là aussi, il sera mal construit et il va s'écrouler 2 fois. C'est vous dire. On passe. Bon, encore un plan, c'est pour vous montrer un petit peu tous les plans de Lyon. Il y en a des quantités, on peut les détailler. Bon, on voit la gare d'eau, vous voyez, on voit toujours le canal. Bon, voilà, on va passer un petit peu. C'est pour vous dire qu'on a plein de plans qui concernent ce projet. Ces plans sont tous aux archives municipales de Lyon. Alors voilà, ben maintenant il faut faire un coût financier quand même. Hein. Ben oui, parce que faire un projet tel, combien est-ce qu'il va coûter? Alors c'est en livres, hein, ce n'est pas en francs. Nous sommes au XVIIIe siècle. Hein. Alors, l'ensemble de la dépense générale, il l'évalue à 2 millions. 2 millions de livres. Est-ce que ça vous parle, les livres? Pas grand-chose. Alors, je vais vous donner une équivalence. Je ne peux pas vous dire combien ça fait en euros, ça ne voudrait rien dire, puisque de toute façon, le cours de la vie n'est pas le même. Mais pour vous donner une idée, un bel appartement à Bellecour, disons 6-7 pièces au premier étage, donnant, voilà, vraiment le bel appartement de Bellecour, à l'époque, entre 350 et 400 livres par an de location. Perrache va faire construire sa maison sur une des parcelles dont on a parlé tout à l'heure, à Perrache. J'ai retrouvé la maison, je vous en ferai le descriptif tout à l'heure. 80 000 livres. Maison à un étage avec grenier. C'est pas mal. 80 000 livres. Voilà. Ça vous donne un exemple. Donc, 1 million. Il va falloir financer tout ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? La chaussée, le pont, le canal, tout est prévu, le bâtiment, les canaux, les dépendances, l'acquisition des terrains sur la rive gauche, etc., etc. Et la prolongation de la chaussée. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est le numéro 5, quand même, les accidents et cas imprévus. Ah, quand même, hein, quand même. Il a prévu 184 000 livres. C'est pas énorme. Alors, je vous dis tout de suite, je ne pourrais pas vous parler des accidents parce que je n'ai trouvé aucun document à ce sujet. Bon, ils existent peut-être, mais moi, je n'ai rien trouvé. Donc là, je suis un petit peu ennuyée. Pour l'organisation du chantier, le nombre des ouvriers, le nombre des manœuvriers, comment ça s'est fait, eh bien, je n'ai pas trouvé de document. Donc, tout ce qu'on a, c'est des comptes faits par les associés. Parce que vous allez me dire, bon, alors maintenant, comment est-ce qu'il a fait
pour avoir ce financement. Parce que le consulat lui a dit, moi, je ne paye rien. Débrouillez-vous. Hein. Vous voulez monter votre projet, vous débrouillez, vous le financez. Le roi a dit, OK. Enfin, le roi, le conseil, les conseils du roi. OK, vous voulez le projet, effectivement, il est intéressant et tout, mais moi, je ne finance pas. Débrouillez-vous pour le financement. Comment va-t-il faire? Il n'a pas les moyens, Perrache. Hein. Il a quelques immeubles de rapport qui lui viennent en héritage de ses parents, mais enfin, ça s'arrête là. C'est quand même pas énorme. On n'a pas de quoi financer 1 million de travaux. Alors, que va-t-il faire? Eh bien, il va créer une compagnie d'associés par action. Ah, c'est classique, c'est normal. Morand fera pareil, d'ailleurs, de son côté. Voilà. Donc, le projet est approuvé par le consulat et il va constituer, au départ, 10 associés. Et ces associés sont parmi les plus gros notables, plus riches, de Lyon, hein, qui vont donc lui amener 1 500 000 actions. Alors, vous allez me dire, comment vont se faire ces actions? Tout simplement par les terrains. Donc, les actionnaires seront propriétaires des terrains, puisque la ville les donne à Perrache, les donne pour le projet. Donc, ils sont propriétaires des terrains, à eux de les revendre, de façon à faire une plus-value au moment de la revente. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et en attendant, ils ont avancé l'argent. Les travaux seront donc adjugés. Donc, on va avoir des maîtres d'œuvre, des entrepreneurs. Et Perrache, par contre, Perrache, lui, devra financer les travaux d'aménagement, qui ne sont pas compris dans les travaux de construction proprement dit. Alors, la construction, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, excusez-moi, vous êtes plus à même que moi. Je veux dire tout ce qui est remblai, tout ce qui est le canal, enfin le remblai, quand on a remblayé le bras du Rhône, quand on a arasé, voilà, merci, arasé les parcelles, après on les a plantées d'arbres, donc on a fait des parcelles attrayantes quand même pour que ça intéresse les gens pour la revente. Quand on a fait la gare d'eau, le canal des Moulins et la chaussée, donc tout ça sont les constructions proprement dites qui rentrent dans les actions. Mais par contre, les travaux d'aménagement, comme par exemple les plantations d'arbres, tout ce qui est agrément, la délimitation des parcelles, ça sera aux frais de Perrache. Et Perrache ne sera jamais payé pour son projet. Donc c'est gratuit pour lui. Donc on peut dire que c'est presque une utopie. Hein. Alors on va avancer un petit peu. Voilà, l'analyse du projet qui a été présentée, donc vous voyez, je l'ai retrouvé, approuvé par l'administration municipale de la ville de Lyon pour des objets de nécessité, d'utilité et d'agrément public. Vous voyez, tout ce qui est agrément, ça, Perrache va le payer de sa poche. Et autorisé par arrêt du Conseil, vous voyez, lettre patente du roi de 1770. Donc vous voyez, voilà les lettres patentes qui autorisent le projet. Alors, voilà les fameuses parcelles. Donc, ces parcelles sont intéressantes parce que c'est ça qui va faire venir les actionnaires. Donc, on va délimiter des terrains, on va créer des ruelles, si vous voulez, des petites rues qui vont aller d'une parcelle à l'autre. Et par la suite, les actionnaires s'attribueront les parcelles. Donc, voilà. J'ai retrouvé chez un notaire l'attribution des parcelles. Alors ça, c'est un plan relativement rare que j'ai retrouvé un petit peu accidentellement aux archives départementales chez le notaire du Bost. Et voilà toutes les parcelles numérotées. Et à côté, on voit un petit peu ceux qui ont acheté ces parcelles, ceux qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Donc vous voyez Soufflot, par exemple, vous connaissez Soufflot. On voit bien que Soufflot, on voit Guyot.
Alors, le notaire Guyot est un grand ami de Perrache. Ça va expliquer plusieurs choses à propos de Perrache. Barou aussi, qui est un notaire. Vous voyez, Saron, Grolier, Fleurieux, de Laurencin, de Verneau, tout ça, c'est des noms très connus à Lyon, qui sont des noms de grosses familles, plus ou moins aristocrates. En tout cas, si ce n'est pas aristocrate, c'est de la très grosse bourgeoisie. Et là, en bas, j'ai essayé de retrouver où était située la maison que va se faire construire Perrache. Parce qu'il va, lui, avoir 2 ou 3 parcelles et il y aura un inventaire après décès avec le descriptif de cette maison. Et donc, à partir de ce descriptif, j'ai essayé de retrouver où était située la maison, parce que maintenant, ça a été détruit, ça n'existe plus. Donc, on peut considérer que la parcelle, c'est la parcelle EE, qui est la parcelle qui est bordée par la chaussée, ce qu'on appelle la chaussée Perrache. Vous savez, cette allée dont je vous ai parlé, qui est cette allée de Tilleuls. Voilà. Alors, c'est une des plus grosses parcelles, et on verra pourquoi par la suite. Alors, pour vous donner une idée, une parcelle, par exemple celle de FF, que j'ai retrouvée, la parcelle FF de 342 mètres, carrés, je pense, hein, est achetée 26 000 livres, elle sera vendue 33 360 livres. Donc on voit quand même qu'il y a une grosse plus-value, vous voyez. Et c'est là-dessus que les actionnaires comptent se rembourser de leurs actions. À mon avis, ils ne se seront jamais remboursés. Hein. C'est un petit peu un gouffre. Hein. Alors, les étapes de l'entreprise. En 1770, comme je l'ai dit, l'obtention des lettres patentes. En 71, alors là, on a une énigme. Regardez, en octobre 70, Perrache, qui s'est rendu à Paris, a présenté son projet, obtient les lettres patentes du roi, c'est-à-dire l'autorisation de mettre en chantier le projet. OK. Mais les lettres ne sont enregistrées qu'1 an plus tard. Alors là, il y a un problème. Ce problème, je ne l'ai pas résolu, à moins que ce soit la rivalité avec Morand. Parce que Morand, au même moment, à peu près à la même époque, demande lui aussi ses lettres patentes pour son projet et les obtient dans les 3 mois qui suivent. Et Perrache mettra 1 an de plus. Bon, tirez-en la conclusion que vous voulez. Moi, je n'ai pas vraiment de solution à part de parler de rivalité. En 1772, début des travaux avec la destruction des remparts. Moi, je vais vous dire, ça a commencé bien avant. Hein. Je suis persuadé qu'en 1770, Perrache avait déjà commencé à détruire. La construction de la chaussée et l'achat des terrains. Construction du pont. Et en 1778, on n'a plus de trésorerie. Alors, que fait-on ? On va emprunter. Mais là, il faut emprunter 1 million de livres. Et à qui peut-on emprunter 1 million de livres, à votre avis, si ce n'est à des banquiers italiens ? Donc, on va à Gênes et on emprunte 1 million de livres aux banquiers génois, avec un intérêt qui va courir jusqu'à encore bien après le 19e siècle, je crois, 1820, je crois que l'emprunt court encore. C'est vous dire. Je crois qu'à un moment donné, le consulat va mettre un terme avec le roi de l'époque et ils vont rembourser Gênes. Parce que, bon, ça rouspète là-bas. Hein. Quand même. Alors, les problèmes financiers, vous vous en doutez, c'est un gouffre. La gare d'eau, envahie de vases. Ben oui. Et pourquoi ? On va voir. Les moulins fonctionnent mal. Eh ben oui, ça a été mal conçu, pas assez de pente. Et puis, il faut dire que la Saône, c'est pas un torrent. Hein. La Saône, à moins qu'elle soit en crue ou qu'il y ait un vent violent, c'est quand même une rivière. C'est pas un fleuve d'abord, c'est une rivière bien lente, tranquille, paisible. Pour faire tourner des moulins à eau sur le petit canal comme il l'a prévu,
ben, l'eau n'arrive pas. Donc, ce qui fait qu'au bout de quelques mois, ben, les deux moulins qui sont établis sur le canal, ça commence à rouspéter, ils n'y arrivent pas, et ils quittent le canal pour retourner s'installer à Aîné. Donc, on voit qu'il y a une mauvaise construction. Alors, est-ce que c'est le projet qui est mal pensé ou est-ce que c'est mauvaise construction? Il doit y avoir les deux à la fois. N'oublions pas que Perrache n'est pas un architecte et il ne s'entoure peut-être pas de personnes bien qualifiées. Et puis, peut-être qu'à l'époque, c'est aussi peut-être un petit peu difficile. Ils le conçoivent mal. Alors, seule la chaussée, bah, ça, pour établir une chaussée, c'est pas compliqué, bordée de peupliers, est en partie terminée. Les accidents se multiplient. Ça, j'ai vu ça sur un document, mais je n'ai pas la confirmation parce que je n'ai pas le nombre d'accidents et je ne sais pas quand ça s'est produit, ni où, ni comment. Et les délais ne sont pas respectés. Alors ça, tout à fait d'accord, puisque quand Perrache meurt, eh bien effectivement, c'est un gros chantier. Des centaines d'ouvriers travaillent encore là-dessus. Ils sont hébergés dans les cabanes de chantier qu'on a installées sur l'île Moigna. Bref, tout ça, c'est un énorme chantier. Épuisé par toutes ces difficultés, Perrache décède en 1779 à 60 ans. Je pense qu'il a dû prendre un infarctus ou quelque chose comme ça, parce qu'il n'en pouvait plus. Alors je pense que c'est quelque chose qui a dépassé le bonhomme. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il laisse d'énormes dettes à sa sœur, c'est Marie-Anne, hein, c'est pas Anne-Marie, c'est Marie-Anne qui lui succède par affection, c'est ce que les documents disent, je n'en suis pas sûre. En 1782, elle convoque les associés et leur dit, bon, bah, écoutez, ça va, moi je ne peux pas continuer comme ça, je suis moi-même épuisée, je cède le tout. Les associés sont effrayés, ils disent, mais attendez, et les dettes? Ah ben écoutez, puisque c'est comme ça, je vous donne tout ce que j'ai. Alors il y a quand même des immeubles de rapport, il y a la grosse maison qu'il a fait construire qui vaut quand même 80 000 livres. Bon, on fait le compte, on n'arrive pas tout à fait au total, mais quand même, les associés, de toute façon, on ne peut pas dire autre chose, c'est une femme, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Donc ils acceptent, ils disent, bon, ben, la compagnie dit, bon, ben, on reprendra le projet et vous l'abandonnez. Elle dit, ben oui, mais quand même, comment est-ce que je vais vivre? J'ai plus rien, je perds ma maison, je perds mes immeubles de rapport. Est-ce que vous ne pourriez pas me faire une rente viagère? Oh, ben, évidemment, on ne va pas la laisser sans rien, donc on lui fait une rente viagère de 3 000 livres. Et puis, ben, écoutez, franchement, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle est morte, ça c'est sûr, mais où? Mystère. Elle n'est pas morte à Lyon, ça c'est sûr. Alors elle a dû faire retraite dans un couvent. Voilà, on ne sait pas. J'ai cherché de partout, je n'ai pas retrouvé. Peut-être qu'un jour, un généalogiste la retrouvera quelque part. Alors, on va poursuivre pour voir un petit peu cette famille Perrache quand même, parce qu'elle est intéressante. Un petit peu, pas beaucoup, généalogie. Je ne vous en ferai pas beaucoup. Voilà les parents d'Antoine et de Marianne. Michel, qui est sculpteur. Maria-Louise Pierre, fille de gros marchand. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette famille Perrache, c'est qu'on a deux branches de Perrache. Une branche extraordinaire, où il y a des documents à n'en plus finir, tant aux archives municipales qu'à la bibliothèque de la Pardieu, que chez Gallica, que aux archives départementales. Alors là, il y en a des dossiers, des documents sur les charpentiers, les entrepreneurs de bâtiments, les architectes Perrache, qui n'ont rien à voir avec Antoine Perrache. Ces deux branches parallèles, Antoine est un cousin. Deux branches parallèles. Mais alors, par contre, la branche d'Antoine, lui, eh ben, tenez-vous bien, c'est les artistes et les religieux. Voilà. Antoine, lui, il a un frère religieux et 3 sœurs religieuses cloîtrées, Carmélite et Saint-Clair, les Clarisses, c'est des cloîtrés, hein. C'est pas des Saint-Paul, hein. C'est pas des petites sœurs des pauvres, c'est des cloîtrés. Le Recollet, c'est un cloîtré. Et la petite dernière, donc Antoine et Marianne,
Donc vous voyez, c'est une famille de religion, de religieux, je pourrais dire, et une famille d'artistes. Rien à voir avec les autres. Et ce qui m'a étonnée quand même, c'est que pas une fois, je n'ai vu dans les documents d'Antoine Perrache citer les Perrache entrepreneurs et architectes. Pas une fois. À croire que cette famille ne se fréquentait pas. Jamais ni Antoine ni Marianne ne sont parrains ou marraines des enfants de l'autre côté. Ils pourraient l'être, ils sont très proches. Ils sont presque cousins germains. Absolument rien. C'est étonnant. Bon, vous me direz que les deux familles sont quand même très éloignées l'une de l'autre. Hein. Mais enfin, quand même. Quand même. Là, je vous ai sorti quelque chose d'assez étonnant. Vous êtes une académie d'architecture, donc je ne pourrais pas m'empêcher de sortir ce document. Voilà. Paul Perrache, c'est la famille des entrepreneurs. C'est le cousin germain d'Antoine. Aucune relation entre tous les deux. Paul Perrache, il est de partout dans Lyon. Il construit, il démolit, il reconstruit, il construit dans les couvents, il construit pour l'Hôtel-Dieu, il construit pour le consulat. Il démolit des maisons à droite et à gauche, il reconstruit, il fait travailler toute sa famille. Les cousins, les petits-cousins, les gendres, tout y passe. Gros entrepreneur. Et il place son fils comme architecte, enfin pour faire des études d'architecte à Paris, chez un maître architecte. Et il lui écrit, et j'ai retrouvé une lettre, et cette lettre, elle est quand même extraordinaire. Alors, il écrit à Monsieur Perrache, donc son fils, logé chez le charcutier, vis-à-vis La Fontaine, rue Montmartre à Paris. À Paris. Bon, là, c'est quand même une adresse qui est bien précise, parce que des fois, on trouve logé chez le charcutier, hein, point final. Hein. Bon, en 1762, Paul Perrache écrit à son fils qui fait son apprentissage chez un architecte à Paris et lui signale qu'il n'est pas à Brou. Une maladie et l'affaire des jésuites l'en ont empêché. On a dû me purger. Oui, dire ça à son fils, vous voyez que maintenant on ne le dirait pas, hein, mais à l'époque on ne se gênait pas. Je ne vois pas que tu fasses de grands progrès. Je sais aussi qu'ils ne peuvent pas venir tout d'un coup, mais il faut bien s'appliquer. On voit le père qui donne des conseils au fils. Alors après, je vous laisserai réfléchir sur la phrase parce qu'elle concerne plus particulièrement l'architecture. Je t'exhorte à bien travailler autant du dessin que de bien concevoir ce que c'est que l'architecture. La distribution des maisons, leurs utilités pour chaque, pour un palais, pour les négociants, pour des ouvriers, c'est de tout dont il faut bien concevoir essentiellement les oppositions et leurs utilités. Et là, vous avez quand même un résumé de la conception de l'architecture à l'époque, une synthèse globale. C'est quand même pas mal. On voit qu'il maîtrise son sujet. Il ajoute « Je t'envoie une lettre de change de 150 livres. » Vous voyez comment on procédait. C'est un chèque, hein. Et un habit avec des chemises. Fais bien attention à ne pas trop dépenser. Et à gauche, à la fin de la lettre, il écrit « Il est arrivé un désastre en juin dernier. Monsieur Laguette tomba du 3e étage avec 5 ouvriers. Un resta dessous, mort. » Vous voyez les accidents qu'il arrive. Mais c'est le seul accident que j'ai trouvé dans la famille Perrache. Et je suis allée le chercher dans Paul Perrache, vous voyez, qui n'a rien à voir avec la construction d'Antoine Perrache et l'île Perrache. Et Paul signe « Et suis ton père, Paul Perrache ». Donc vous voyez bien, c'est bien une lettre de Paul Perrache. Alors elle est intéressante parce que là, c'est le seul moment où l'on voit un architecte écrire à son fils qui fait ses études pour la conception du métier de l'époque. C'est la seule lettre que j'ai trouvée. Il y a d'autres lettres de Paul Perrache, mais qui ne concernent pas l'architecture proprement dite. Alors Antoine et Marianne sont donc tous les deux
ils vivent ensemble, comme je l'ai dit. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de voir cette fameuse maison que je vous ai située tout à l'heure. Donc on arrive à la fin de l'exposé pour cette maison. Donc le frère et la sœur célibataires vivent ensemble dans cette maison qu'ils ont fait construire où il décédera. Alors, voilà la maison. J'en ai fait le plan que je vous explique. C'est un inventaire que j'ai trouvé et qui est un inventaire qui date du moment où Antoine est décédé, Marianne a repris la compagnie Perrache et en 1782, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle jette l'éponge. Donc à ce moment-là, elle fait la donation de tous ses biens. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire l'inventaire. Vous voyez, parce que Antoine Perrache est mort sans testament. Donc on ne lui fait pas d'inventaire. Elle dit qu'elle est l'héritière. Tout le monde dit, OK, elle est l'héritière. D'ailleurs, elle fait un acte de, comment on appelle ça, un acte de justice, comme quoi elle est la seule héritière. Là-dessus, à mon avis, elle fraude. Ben oui. Et les sœurs religieuses, on va me dire, ils sont morts. Donc elle reste la sœur l'héritière. Sauf que j'ai trouvé une sœur religieuse vivante. Bon. Donc, et en plus, elle demande au grand ami de Perrache, le notaire Guyot, d'affirmer qu'elle est bien la seule héritière. Le pauvre, il dit que oui. Bon, il a été trompé, Dieu sait quoi. Enfin, passons. Elle est la seule héritière, donc du coup, on a un inventaire de la maison. Alors, je l'ai revu un petit peu avec Paul Brula, on l'a étudié un petit peu ensemble pour essayer de voir de quoi il se compose. Donc, on voit bien, l'entrée donne sur la chaussée Perrache. Donc, elle donne sur le Rhône. On est bien d'accord. On a vu que l'escalier était certainement dans le fond de la maison. Pourquoi ? Parce qu'on a une terrasse derrière et donc on doit avoir une entrée avec quelques marches au début, le corridor et l'escalier. L'escalier n'est absolument pas signalé. La localisation de l'escalier n'est pas signalée dans l'inventaire. Parce qu'un inventaire, à l'époque, ça se fait avec un greffier, un juge, un huissier si nécessaire, un expert pour estimer les meubles si nécessaire et les parties concernées. Et après, eh bien, on va de pièce en pièce. Alors, on vous dit, bon, ben, on rentre dans le corridor, à gauche une pièce, à droite une pièce, et puis après, on continue. Alors, est-ce qu'ils sont revenus on ne sait pas. Et puis, à l'intérieur des pièces, eh bien, ils vous donnent la brocante, c'est-à-dire tous les meubles qu'il peut y avoir, au fur et à mesure qu'ils les trouvent. Mais il n'y a pas de sens. Ce qui fait qu'on est obligé d'imaginer l'architecture intérieure d'une maison. Alors, en réalité, quand il s'agit des maisons de 18e et qu'elles existent encore, comme moi par exemple, j'ai fait l'appartement de Zacharie qui était rue de Mercière et qui traboulait quai Saint-Antoine, comme j'ai pu la localiser au XVIIIe siècle, comme la maison du XVIIIe existe encore, ça a été facile pour moi de rentrer dans cette maison, d'aller au premier étage, d'aller voir les gens, de leur dire, bon, de leur expliquer ce que ma recherche. Ils m'ont laissé regarder leur appartement, ce qui fait que j'ai pu situer à peu près la disposition des pièces. Bon, ça avait été modifié entre-temps, mais on voit quand même par rapport aux cheminées comment s'organiser l'appartement. Par contre, une maison qui a disparu, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et là, c'est le cas. Alors, on pense que, avec Paul Brula, on a pensé que logiquement, et puis d'après l'inventaire, à gauche, il y a le cabinet de Perrache qui lui sert de secrétaire et à notre avis, c'est là où il recevait l'architecte, les chefs de chantier. À droite, il y a un petit salon sofa où il y a des tableaux de Marianne. Alors, il y a des tableaux de Marianne de partout. Donc, c'est pour vous dire qu'elle était vraiment plus peintre. Et ces tableaux ont complètement disparu, ainsi que ces sculptures. On ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Donc, le petit salon, on pense que c'est un salon qui permettait aux gens d'attendre pendant que Perrache et même sa sœur étaient occupés, par exemple, avec l'architecte. Donc, on faisait attendre les gens à droite. C'est logique. Ensuite, il faut bien se dire que cette maison, c'est
comment dirais-je, c'est un terme contemporain, on dirait que c'est du marketing. Cette maison, elle est faite pour du marketing. À l'époque, le mot marketing, c'est le mot mondanité. C'est-à-dire, on va y recevoir les gens pour les créanciers, pour obtenir. Vous voyez, c'est de la réception, c'est de la mondanité. Mais cette mondanité s'accompagne de faire vivre le projet. Vous voyez, il faut vendre le projet. Et donc, la maison, elle est faite pour ça. Et on le voit très bien, parce que regardez le grand salon à gauche, et regardez le placard avec des verres, 70 verres à pied. C'est pas rien, 70 verres à pied, en verre de cristal, hein, et un seau en argent beaucoup moins. Avec un office, et là, entre autres, 15 tasses de café en porcelaine. Ils sont que 2. Vous voyez, c'est énorme. Regardez la salle à manger. La salle à manger, les tableaux de Marianne, n'en parlons pas, les gravures, 3 buffets, des armoires, 5 tables de salle à manger. 5 tables. J'ai jamais vu un inventaire avec 5 tables de salle à manger. C'est la première fois. Donc ça explique qu'il recevait énormément. Ça explique que Marianne, c'est elle qui reçoit. Voilà. Et elle participe au projet, mais elle vend le projet. Vous voyez ? Et la maison le montre bien. Derrière la cuisine, alors évidemment avec toute sa batterie de cuisine, avec les cuivres, le moulin à café, bien sûr, exactement, et une chambre de domestique, normale. Hein. Ça, c'est celui qui est le commis de cuisine. Au premier étage, alors, avec Paul Brulin, on a fait arriver l'escalier normal, en haut. Hein. Donc, on a un premier couloir, ça on l'a trouvé dans l'inventaire, et on a un deuxième couloir. Et puis après, il y avait le grenier. Alors, on s'est dit que l'escalier ne pouvait pas... L'escalier ici, c'est un escalier d'honneur, donc on a pensé que c'était un escalier de bois, comme on fait dans ces maisons, et qui partait sur la gauche. Quand on rentre au premier étage, on trouve tout de suite un salon. Et ça, c'est un salon qui est un peu personnel, si vous voulez, qui est un salon où Perrache recevait ses amis et non pas, disons, les mondanités, les réceptions. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on voit qu'il y a une connexion minéralogique, ben pourquoi pas. Il y a des tables de jeu, donc on voit tout de suite que c'est déjà un peu plus intime. Et il y a 512 volumes, donc il y a une bibliothèque importante. Alors il y a quelques volumes c'est pas des volumes d'architecture, eh ben oui, c'est de l'histoire ou c'est de l'art. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Vous avez les 2 chambres côte à côte, la chambre de Perrache et la chambre de Marianne. Alors lui, il a une table de jeu, il y a des portraits de famille, il y a des tableaux, des sculptures. Et puis vous avez 3 chambres en enfilade, qui sont des chambres qui sont notées jaune, rouge et bleu, tout simplement parce qu'elles ont des rideaux jaune, rouge et bleu et qu'elles ont des tapisseries assorties. Alors, ce sont des chambres d'amis, chambres d'invités. Et puis, vous avez un cabinet de toilette qui, je pense, est réservé à Antoine et à Marianne, la chambre de la gouvernante, des toilettes pour les serviteurs, une chambre de domestique et la chambre de la cuisinière. Ce qui veut dire quand même qu'entre la chambre du domestique d'en bas, la cuisinière, la gouvernante et le domestique, il y a quand même 4 personnes pour servir. C'est quand même pas rien. Donc on se rend compte qu'il y a quand même un train de vie et qu'on voit le marketing arriver, vous voyez. C'est vraiment une maison pour recevoir. Le grenier, eh bien, on a toujours l'escalier. La chambre d'un commis avec une table à dessiner, donc on voit que Perrache travaille avec un commis, c'est normal. Les greniers, ben, vous avez de l'avoine, vous avez du froment, vous avez la chambre d'un fermier, on verra pourquoi un peu plus tard. Vous avez des creux en plâtre, c'est des sculptures, donc on voit qu'ils entreposent un peu leurs sculptures n'importe où. Des greniers avec des vieux meubles, des outils agricoles, bon, tout ça classique. Mais alors, une magnanerie avec des verres à soie, ben, j'ai ouvert des yeux tout ronds. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai eu du mal
à déchiffrer le mot magnanerie, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Alors là, je ne peux pas vous donner de raison, je ne sais pas. Que fait une magnanerie là? Est-ce que c'est Marianne qui s'en occupait? Alors pas Antoine, il devait être débordé. Peut-être elle, je ne sais pas. Dans la cave, 37 bouteilles d'eau de vie. À mon avis, c'est pour les invités. 300 bouteilles de vin d'hiver, des bouteilles de vin blanc, de la bière. J'ai été étonnée. Un pressoir, que ce que fait un pressoir là, des bennes, des benoît. Est-ce qu'ils pressaient leur vin? En tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé d'endroit où ils pouvaient avoir des vignes. Mais bon, ça pouvait être entreposé là. Et là, regardez dans le parc, dans le jardin autour de la maison. Qu'est-ce qu'on trouve? Un muséum. Le terme, je ne l'ai pas inventé, il est dans l'inventaire. Un muséum. Qu'est-ce que c'est qu'un muséum? Eh bien, c'est une petite maison sans étage, de plein pied, avec une pièce entièrement boisée d'armoires murales contenant des sculptures, des modèles en plâtre, dont un enfant en marbre de Perrache, des chaises, une table, 29 tableaux de Marianne. C'est vous dire, entre les tableaux qui sont dans la maison et les tableaux qui sont dans le muséum, elle peignait sans arrêt. Et des sculptures sur piédestal. On rentre par un petit couloir et là, dans un coin, il y a un violoncelle. Alors là aussi, c'est comme la magnanerie, je n'ai pas d'explication. Et il y a un petit salon avec des banquettes et des sculptures de Perrache où on peut faire attendre les visiteurs éventuellement. Voilà. Il y a un muséum. C'est quand même une sacrée maison. Et alors, un petit peu plus, il dispose d'une autre parcelle conjointe. Et là, il y a un pigeonnier avec des pigeons. Alors, attention, ce pas des pigeons voyageurs. À l'époque, les pigeons, ça servait de volaille. On les mangeait. C'était des mets très prisés. Avec en dessous, évidemment, les moules à bois à brûler, une boutasse. Et puis, on va trouver étables, écuries, charrettes, des tombereaux, des vaches, des moutons, des grangers. Bon, il y a une véritable petite ferme dans la parcelle d'à côté. Ah, bon, écoutez, pourquoi pas? Voilà, c'est assez étonnant. Voilà, alors après le décès de son frère, eh bien, Marianne dit qu'elle est la seule héritière. Elle le fait obtempérer par le notaire Guyot. Elle reprend le projet, comme je vous l'ai dit. En 1782, eh ben, elle fait la donation de tous ses biens. Et c'en est fini de la famille Perrache pour le projet Perrache. Je vous ai mis une petite photo du pont de la Mulatière, pont de bois, n'est-ce pas, qui sera détruit quand même 2 fois avant d'être définitivement reconstruit par la compagnie Perrache, qui normalement devait être à péage, mais avec la Révolution, évidemment, ne le sera plus. Et puis je termine, je vous fais un petit clin d'œil quand même. Ah ben oui, quand même. On revient à Moran avec les Brotteaux, les 2 gares et la gare de Perrache. Alors c'est assez amusant quand même de confronter Moran et Perrache par leur gare. Et c'est le chemin de fer qui réglera tous les problèmes. L'arrivée du chemin de fer qui va régler tous les problèmes. Ouais, c'est assez amusant de voir les 2 gares. D'un côté, la gare des Brotteaux sur le projet Moran et la gare de Perrache sur le projet Perrache. Voilà. J'espère que que cette aventure vous a intéressé. Moi, elle m'a passionnée. Mais elle me laisse quand même pas mal d'énigmes encore. Si l'un d'entre vous trouve le décès de Marianne, est-ce qu'il y a des questions? Oui, ben voilà. Je vous écoute. Oui, je répéterai votre question.
fait, ici, la maison appartient à Antoine Perrache, donc c'est son épouse qui est... Pas son épouse, sa sœur. Sa sœur. Il n'est pas marié. Bon, on a le problème de l'héritage. Bon, c'est la grande énigme. La grande énigme. Les parents décèdent, les parents Perrache décèdent. Ils ont 4 religieux et ils ont 2 célibataires. Donc, les religieuses, en général, sont dotées au moment où elles rentrent au couvent. Enfin, les religieux, les religieuses. Ce qui les sort de l'héritage, en principe. En principe. Donc, pour les parents, il n'y a pas de problème. Donc, l'héritage va se partager, l'héritage des parents Perrache va se partager entre Antoine et Marianne. Pas de problème pour ça. Mais quand Antoine décède, lui, son héritage, il doit aller à ses frères et sœurs. Vous comprenez ? L'héritage doit aller à ses frères et sœurs, logiquement, même sous l'Ancien Régime. Attendez, on est sous l'Ancien Régime. Hein. L'héritage va à tous ses frères et sœurs. Comme il mort intesta, ab intesta, c'est-à-dire est mort sans testament, l'héritage, son héritage, c'est-à-dire ce qui lui appartient, c'est-à-dire la moitié des biens de l'héritage de ses parents, puisque l'autre moitié est allée à sa sœur, la moitié de cette maison qui a été construite à la fois, ils ont emprunté tous les deux pour construire cette maison, revient pour moitié à ses frères et sœurs et pour autre moitié à Marianne. Donc quand Marianne se dit seule héritière, elle ne peut se le dire qu'à condition que les religieux soient décédés. Non, 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 pas. Il n'y a pas eu de testament. Il y a bien marqué qu'il est mort ab intesta. Oui ? En fait, ce que vous oubliez, c'est que parmi les 6 frères et sœurs qui sont rentrés en religion, ils sont tous dans des ordres religieux mendiants. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont rentrées chez les carmélites, l'homme est rentré en fait chez les recollés, oui. D'accord. C'est pour ça que Marianne est la seule à hériter au milieu de tout ça. Ah, eh ben merci. Voilà, vous avez raison, les ordres mendiants, mais j'aurais dû quand même retrouver un document où il refuse, non ? C'est automatique. En fait, il y a presque un système automatique. Alors, par contre, vous n'avez pas tort, ils sont tous décédés après la Révolution, entre 1800 et 1807 en gros. Vous les avez retrouvés ? Vous... Ah, moi j'en ai retrouvé une à Montbrison. Vous avez la Clarisse de Montbrison, il y en a 2 normalement. À Mâcon, et Beaune et Auxonne. Oui, c'est ça. Et le récollet que moi je n'ai pas retrouvé. Ah, vous les avez retrouvés ? Oh, bah, super. Ah, ben c'est bien de faire des conférences comme ça vaut le coup. Et est-ce que vous avez retrouvé Marianne ? Ah, je vais bien dormir cette nuit. Ah, ça y est. Alors, elle est morte où ? Alors d'abord, j'ai mis 1 an et demi à la trouver. On va commencer par là. Et j'ai fini tout simplement... À Mâcon, non ? À Mâcon, voilà. Parce que Guyot avait une propriété à Mâcon. Oh, voilà, ça j'ignorais. Donc il y a toujours le fameux lien avec le notaire. D'accord. D'accord. Et elle est décédée à Mâcon. Merci. Et elle est décédée à quelle date alors ? 1816, elle avait... Ah mais c'est vrai qu'elle avait 15 ans de moins que... Ah oui, 1816. Et elle a toujours touché sa rente viagère, je suppose. Oui. C'est justement ce qui m'a permis en fait de déterminer la date. Vous avez consulté, j'imagine, les papiers qui sont conservés ici de la société en fait. La compagnie Perrache, oui. Et il y a le registre de comptabilité. Et dans le registre de comptabilité, vous pouvez suivre en fait au fur et à mesure tous les 6 mois, quand on lui verse sa pension
Et donc, vous êtes arrivé jusqu'en 1816. Ouais, c'était ce que je m'étais dit qu'un jour je le ferais. Voilà. Je m'étais dit, il va falloir rentrer dans le registre de comptabilité pour voir à quel moment la pension n'est plus payée. Ça donnera une fourchette de date. Mâcon, je l'avais lu dans un article de journal qui disait que peut-être Mâcon, il y avait un truc comme ça. Mais je n'avais jamais pensé à Guyot. Eh ben voilà, ben merci. Oh, je vais bien dormir là, ça y est. Ça va plus m'obséder. Alors, vous répondez finalement aux deux questions. Finalement, alors d'après vous, elle n'aurait pas fraudé. Finalement, elle n'a pas fraudé. Ils se sont désistés parce que c'était des ordres mendiantes, c'était dans l'ordre des choses. Donc, elle est la seule héritière. Et Guyot l'entérine. Parce que j'ai retrouvé un document de Guyot qui dit qu'elle est bien la seule héritière. Donc là, je m'étais dit quand même, c'est quand même pas rien. Et puis finalement, son décès, voilà, on a mis un point final à la conférence. Les tableaux, moi j'avais une petite piste. Je vous donne la piste. Alors, dans la famille Pierre, c'est-à-dire les parents, la mère de Louise Pierre, la mère de Marianne et d'Antoine, il y a un cousin germain qui s'appelle Villette, V-I-L-E-T-E, et elle lui, dans son testament, parce que moi j'ai retrouvé le testament vous l'avez, le testament de Marianne, elle fait cadeau de toutes ses sculptures à ce Villette qui est orfèvre, joaillier et sculpteur. Donc, est-ce que les sculptures et les peintures sont arrivées là? Voilà. Oui ?